sont ennuyés par ce dont nous allons parler. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de la plus grande crise financière de l'histoire, la plus grande crise économique et financière que le monde ait jamais connue arrive. Et cela va mener à une tyrannie mondiale. Donc nous allons parler aujourd'hui de pourquoi elle arrive, ce qui va la provoquer, les conditions qui sont présentes aujourd'hui. Et ensuite, nous allons parler des mesures que les gouvernements se préparent à mettre en place, quelle est leur solution à tout cela, car ils voient cela arriver aussi et ils déploient déjà la solution. Et c'est vraiment indiscernable de ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Donc, je veux commencer ici. Alors, revenons au 15 août 1971. C'est une date très significative. Avant cette époque, après les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, le dollar était lié à l'or et toutes les monnaies du monde étaient liées au dollar. Ainsi, le monde était sur un étalon or, ce qui signifie que notre argent avait une valeur fixe. Il avait une sorte de valeur associée par rapport aux onces d'or, qui sont réelles. Mais à cette date, le président Nixon a émis un décret mettant fin à la convertibilité du dollar en or et a fait du dollar une monnaie fiduciaire. Et ce que cela signifie, eh bien, c'est juste un morceau de papier. Et la seule valeur qu'il a est celle que nous pensons qu'il a. C'est basé sur la confiance. Et ce jour-là, toutes les monnaies du monde, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sont devenues des monnaies fiduciaires. Donc, nous avons eu des monnaies fiduciaires avant cette époque, mais généralement, elles étaient dans des nations isolées. Et il y en avait d'autres qui étaient encore sur un étalon or. Et pour donner une idée de ce que cela pourrait signifier, eh bien, ici, nous avons quelques images de Weimar, en Allemagne, après la Première Guerre mondiale. Nous en avons parlé un peu il y a une heure. Mais avant la Première Guerre mondiale, le marque allemand était lié à l'or. Il était sur un étalon or. Vous pouviez prendre vos marques et les échanger contre de l'or. Et après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était accablée par toutes ces réparations de guerre qu'elle devait rembourser. Elle n'avait plus de monnaie adossée à l'or, et donc elle a simplement imprimé des marques pour payer ses réparations, ce qui a détruit la valeur de sa monnaie. Donc ici, nous voyons des enfants utilisant des piles de billets comme des blocs. Nous avons des brouettes. Il y a une histoire célèbre où quelqu'un est allé chez le boulanger avec une brouette remplie de billets et est entré à l'intérieur. Et quand ils sont sortis, quelqu'un avait volé leur brouette, mais avait laissé les billets. Parce que la brouette avait plus de valeur, elle était plus précieuse. Et cela nous concerne parce que je veux regarder ce graphique juste ici. C'est de la Federal Reserve Bank de St. Louis. Cela s'appelle la masse monétaire M2, et tout cela signifie que c'est leur mesure du nombre de dollars en circulation. Et si vous remarquez, la ligne change beaucoup. Les dernières années, entre février 2020 et février 2022, 20, 40, 40% de tous les dollars en circulation aujourd'hui ont été créés au cours de ces 2 années. En réponse à la pandémie, 40%. Et donc, que se passe-t-il quand vous faites cela? Eh bien, vous avez un nombre fixe d'unités monétaires et elles poursuivent le même nombre de biens et de services. Vous allez voir les prix augmenter. Et donc, nous avons tous vu que lorsque vous allez à l'épicerie, cela coûte beaucoup plus cher qu'il y a 5 ans. Faites presque n'importe quoi, ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a 5 ans. Mais toute cette monnaie est allée dans bien plus d'endroits que simplement l'épicerie. Elle est également allée dans les actifs financiers. Et cela a créé la plus grande bulle spéculative que nous ayons vue depuis juste avant le grand krach de 1929. Nous allons donc examiner quelques exemples, quelques données pour étayer cela. Ce n'est pas seulement mon affirmation, mais nous avons ici, je ne sais pas si vous pouvez bien voir cela, mais c'est ce qu'on appelle l'indicateur Buffett. Il est nommé d'après Warren Buffett, qui est reconnu comme le plus grand investisseur du monde. Il est l'un des hommes les plus riches du monde. Et cela examine la valeur du marché boursier par rapport à la valeur de la production économique totale de la nation, aussi connue sous le nom de PIB ou produit intérieur brut. Et cela devrait généralement être autour de 60%, ce qui est considéré comme une valeur équitable. En ce moment, nous sommes à plus de 200%, le plus haut que cela ait jamais atteint.
Si vous regardez ce petit point au milieu de l'écran, c'était la bulle Internet de 2000, où le Nasdaq a chuté de 80% dans la foulée. Donc le marché boursier actuel dépasse de loin ce que nous avons vu pendant la bulle Internet. Il dépasse de loin ce que nous avons vu avant 1929. Nous avons aussi cette indication ici. C'est donc le ratio cours-vente. C'est une métrique qui évalue le marché boursier. Et comme vous pouvez le voir, cela remonte aux années 1940. Nous n'avons jamais été aussi proches de cela. Cette petite bosse vers la droite de l'écran, encore une fois, c'est la bulle Internet. Nous sommes bien plus haut maintenant qu'à l'époque. Et ici, nous avons les 7 principales actions du S&P 500 et le pourcentage de pondération qu'elles représentent. Beaucoup de gens pensent que, si vous avez un compte de retraite et que vous achetez le S&P 500, vous achetez des montants égaux des 500 plus grandes entreprises existantes. Mais en réalité, c'est pondéré vers les actions en haut de la liste. Ainsi, les 7 principales actions représentent 30% du S&P 500, même si elles ne représentent en réalité qu'environ 1% des entreprises du S&P 500. Et c'est un gros problème parce que, la Bible nous dit que nous devrions être diversifiés. C'est dans Ecclésiaste 11, versets 1 à 2. Il dit « Envoie ton grain au-delà des mers, et avec le temps, les profits reviendront vers toi. Mais divise tes investissements en plusieurs endroits, car tu ne sais pas quel risque se profile à l'horizon. » Nous avons perdu de vue ce principe biblique, et de nombreux comptes de retraite à travers le pays et dans le monde entier se concentrent sur ce qu'ils pensent être un portefeuille diversifié. Mais ce sont en réalité ces 7 actions que nous venons de voir. Et ces 7 actions sont à des surévaluations extrêmes. Nous allons parler de l'ampleur de cette situation. Mais si vous regardez le ratio moyen prix-vente pour ces 7 actions, il est de 15. Mettons cela en perspective pour comprendre ce que cela signifie. Il y a de nombreuses années, il y a eu une interview célèbre avec Scott McNealy, le PDG de Sun Microsystems. Et à l'époque de la bulle Internet, Sun Microsystems était très prisé. Tous ces gens à Wall Street l'achetaient. Elle a grimpé jusqu'à la Lune et a atteint un ratio prix-vente de 10. Rappelez-vous, nous venons de dire que la moyenne des 7 principales actions actuellement, qui représentent 30% du marché boursier, est de 15. Mais il a dit à 10, je dois vous donner tous mes revenus en retour. Je ne peux pas payer mes employés, je ne peux pas payer les impôts, je ne peux pas faire de recherche et développement, pas de coût des marchandises vendues. Chaque centime qui entre dans mon entreprise, je dois tout vous rembourser, juste pour que vous atteigniez le seuil de rentabilité. Et je dois faire cela pendant 10 ans. Et il a dit, maintenant, ayant fait cela, aimeriez-vous acheter mon action à 64 et ce à quoi elle se négociait alors? Et il a dit, réalisez-vous à quel point c'est ridicule? À quoi pensiez-vous? Et c'est ce qui est arrivé à Sun Microsystems. Donc à 64 dont il parle, c'est le sommet là. Et il a continué à grimper, de 90%, même si Sun Microsystems, en tant qu'entreprise, a continué à bien se porter. Mais c'était à des surévaluations extrêmes. Et c'est là que nous voyons le marché aujourd'hui. Les 7 principales actions sont dans une situation pire que cela. Nous avons aussi ce graphique ici. Donc, cela montre à quel point ces principales actions sont extrêmement pondérées par rapport au reste du marché. Pire qu'immédiatement avant la Grande Dépression et le krach de 1929. Nous sommes donc à des évaluations extrêmes sur le marché boursier. Mais ce n'est pas seulement le marché boursier. Nous avons vu tout cet excès d'impression de monnaie se diriger vers les crypto-monnaies. Je suis sûr que vous avez vu beaucoup de gens spéculer sur les crypto-monnaies. Voici juste un exemple. Ceci s'appelle Dogecoin. Cela pourrait vous sembler familier, car, comme beaucoup d'entre nous le savent, Elon Musk dirige le département de l'efficacité gouvernementale appelé Doge, qui est essentiellement nommé d'après cette pièce de monnaie même. Dogecoin a été créé en fait en 2013 comme une blague. Les 2 personnes qui l'ont créé essayaient de se moquer de la spéculation sur les crypto-monnaies. Alors, ils ont créé une pièce de monnaie blague sans valeur. Et à son apogée en 2021, ce que vous noterez, le marché la considérait comme sans valeur de 2013 jusqu'au moment où toute cette impression de monnaie a eu lieu.
Et puis elle a atteint une valeur nette de 100 milliards de dollars à son sommet, et maintenant elle vaut 24 milliards de dollars. Elle n'a aucune utilité, c'est juste de la spéculation. Les gens l'achètent parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre paiera un prix plus élevé plus tard. C'est la seule raison pour laquelle ils l'achètent. Et ce n'est pas seulement les crypto-monnaies et les actions, mais aussi l'immobilier résidentiel. Ici, nous voyons un graphique du prix médian d'une maison par rapport au revenu médian des ménages. Et en ce moment, nous sommes à des sommets historiques, cela n'a jamais été aussi élevé. Ce petit pic ici, c'était la bulle immobilière qui a causé la grande crise financière, et cela est insignifiant en comparaison de ce que nous voyons actuellement. Et donc tout cela va mener à un crash majeur dans un avenir très proche. Tout ce qu'il faut, c'est que l'économie ralentisse, et alors tout ce château de cartes commence à s'effondrer autour de lui. Nous voyons ici un autre graphique qui montre à quel point cela est désordonné. Bon, nous avons la ligne orange qui représente le revenu nécessaire pour acheter la maison médiane, et la ligne bleue représente le revenu réel, le revenu médian M. Et lorsque cette ligne orange est plus haute que la ligne bleue, cela signifie que le logement noir est inabordable. Il n'est pas aussi abordable qu'il devrait l'être. Et comme vous pouvez le voir, c'est à des niveaux records. Alors, que se passe-t-il dans l'économie? Eh bien, examinons ce que tout cela va finalement entraîner. Ce n'est pas l'inflation, comme nous l'entendons dans les médias, du moins pas à court terme, mais un grand krach qui conduit à une spirale déflationniste similaire à ce que nous avons vu pendant la Grande Dépression. Nous le voyons déjà dans certains endroits, y compris en Chine, la deuxième plus grande économie mondiale. Donc, pendant des années et des années, vous en avez probablement entendu parler. La Chine, afin d'employer des gens, afin d'essayer de déplacer les gens des fermes vers les grandes villes, a construit ces grandes villes appelées villes fantômes. Personne n'y vivait. Le plan était, eh bien, peut-être que quelqu'un y vivra un jour. Beaucoup d'entre elles sont encore inhabitées à ce jour. Et ils ont simplement construit ville après ville où personne ne vivait, afin d'employer des gens. Et puis ils diraient, eh bien, l'économie est en croissance. Et nous avons tous entendu dire, oh, l'économie de la Chine croît tellement. Eh bien, oui, ils construisent une multitude de villes où personne ne vit. Elle croît jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Et nous avons atteint ce point. Donc maintenant, la Chine est enfermée dans cette spirale déflationniste. Depuis 2021, ils ont perdu 18 000 milliards de dollars en richesse immobilière. Pour mettre cela en perspective, les États-Unis, pendant la grande crise financière, ont perdu 20 000 milliards de dollars. Donc, ils ont déjà perdu 50% de plus dans leur effondrement immobilier que nous avons perdu pendant la grande crise financière. Nous voyons cette déflation s'emparer de la Chine et il n'y a aucun signe qu'ils en sortent. Ce n'est pas seulement la Chine. Nous voyons cela en Allemagne aussi. L'Allemagne est la troisième plus grande économie du monde. Suite à la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie a perturbé les flux de gaz russes vers l'économie allemande qui dépendait fortement de flux d'énergie bon marché, abordables et fiables en provenance de Russie. Et cela a eu un impact énorme sur leur économie. Cela a conduit à la désindustrialisation de l'Allemagne. Donc, voici un titre datant de 2022. Il dit que 4 entreprises allemandes, toutes âgées de plus de 125 ans, ont déclaré faillite en 24 heures. Alors, réfléchissez à ce que cela signifie. Ces entreprises, elles ont survécu à la Première Guerre mondiale, à l'hyperinflation de Weimar. Nous avons examiné il y a un instant la montée de l'Allemagne nazie, la destruction complète de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé depuis. Mais maintenant, elles font toutes faillite et elles étaient dans des industries très différentes. Et nous voyons cela se produire partout en Allemagne. Nous voyons les géants industriels allemands suppriment des emplois. Ils déplacent leurs entreprises à l'étranger car il n'y a plus d'énergie bon marché et fiable en Allemagne, en raison de plusieurs facteurs, des politiques vertes qui sont mises en avant par leur gouvernement, mais en particulier cette perte de l'énergie russe fiable.
Mais si vous êtes un planificateur à long terme, si vous possédez une entreprise, vous regardez cela et vous dites, eh bien, je ne sais pas quoi, ces prix de l'énergie sont partout. Je ne sais pas si l'énergie sera disponible. Donc, il vaut mieux déplacer ces usines ailleurs. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ainsi, nous voyons l'économie allemande, la troisième plus grande économie, également enfermée dans l'inflation. Ici, cela montre le déclin de la production industrielle en Allemagne et comment cela se produit. C'est, vous savez, à part la pandémie où nous avons vu cette chute brutale, nous voyons simplement ce déclin de la production industrielle allemande. Encore une fois, nous les voyons coincés. Ils parlent de stagnation. L'économie en Allemagne se contracte. Ils sont enfermés dans la même spirale déflationniste que la Chine. Concernant la quatrième plus grande économie mondiale, nous avons le Japon. Le Japon est en déflation depuis plus de 30 ans, luttant pour en sortir. Maintenant, ils sont en crise monétaire parce que dans cette crise déflationniste, croyez-le ou non, avec tous les milliers de milliards de dollars de dettes que les États-Unis ont, notre dette n'est rien comparée à ce qu'ils ont au Japon. Par rapport à notre revenu, notre dette ici est de 120% du PIB. La leur est de 266% du PIB. S'ils permettaient au taux d'intérêt de flotter et d'être ce qu'ils devraient, les intérêts qu'ils devraient payer sur leurs dettes détruiraient complètement leur économie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprimé leur monnaie, imprimé le yen, afin de racheter leurs obligations d'État pour faire baisser les taux d'intérêt. Mais maintenant, ils sont à un point où ils sont coincés à un carrefour. Ils voient les prix de leurs obligations, ces taux d'intérêt, augmenter partout. Et ils sont en pleine crise monétaire. Et c'est pourquoi nous avons vu, en août de l'année dernière, la plus grande baisse sur 2 jours de l'histoire du marché boursier japonais. Il n'y a pas d'issue pour le Japon. Ils peuvent augmenter les taux, ce qu'ils essaient de faire maintenant pour éviter l'inflation, potentiellement l'hyperinflation de leur monnaie, en raison de toutes ces années de mauvaise gestion. Mais s'ils font cela, eh bien, ils vont détruire toute l'économie et leurs dettes. Ils vont détruire leur système bancaire parce que leur système bancaire a dépendu de ces taux bas. Et donc, nous avons de gros problèmes dans la quatrième plus grande économie également. Donc, tout ce qui a soutenu l'économie mondiale ces dernières années a été les États-Unis. Les États-Unis ont connu une croissance, bien que nous sachions que, encore une fois, il faut pouvoir se permettre d'acheter des courses. Ce n'était pas la grande économie qu'ils nous disaient que c'était. Mais maintenant, nous commençons à emprunter le même chemin également. Voici donc un graphique du taux des fonds fédéraux. Donc, quand vous entendez dans les médias que la Réserve fédérale va augmenter les taux, c'est de cela qu'il parle, c'est le taux des fonds fédéraux. Et vous pouvez voir qu'il est passé d'environ 0 il y a quelques années à environ 5%, ce qui n'est rien comparé à ce qu'il était au début des années 80. Donc, pas de gros problème. Mais ce qui est un gros problème, c'est le changement en pourcentage lorsqu'ils ont commencé à augmenter les taux. Donc, si nous regardons le même graphique, mais nous regardons le changement en pourcentage d'une année sur l'autre qui a eu lieu. Vous remarquez quelque chose sur ce graphique? Nous avons la plus grande augmentation précédente d'une année sur l'autre remonte à 1959 avec 410%. Ici, où ils ont commencé à augmenter les taux, nous avons eu un changement de plus de 5 612% d'une année sur l'autre. C'est un choc. Soudain, pour le système financier, alors les médias nous disent « Oh, ils amènent l'économie à un atterrissage en douceur ». Non, ce n'est pas le cas. Ils font s'écraser un avion sur le flanc d'une montagne. Et ce type d'activité vient avec un décalage. Et nous commençons à ressentir les effets de ce décalage maintenant. Donc ici, nous avons un autre graphique de la Réserve fédérale. Cela montre ce qu'on appelle la courbe des taux, et la courbe des taux remontant jusqu'à l'époque où Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Chaque fois que la courbe des taux s'est inversée, ce qui signifie qu'elle est en dessous de la ligne noire, elle devient négative. C'est un signe que une récession arrive, une fois que la courbe des taux se désinverse.
Et nous voyons toutes ces lignes grises verticales indiquer où les récessions ont eu lieu. Eh bien, nous avons eu la plus longue inversion de la courbe des taux de l'histoire, plus longue que celle qui a eu lieu avant la Grande Dépression. Et en septembre dernier, elle s'est désinversée, signalant une récession est à venir. Et je dirais franchement, une dépression est à venir. Et puis nous avons ceci. Voici les dernières données de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta pour le trimestre dans lequel nous sommes actuellement, janvier, février, mars. Au début du mois de février, ils ont dit, eh bien, l'économie croît de 3,9%. C'est formidable. Et puis, ils ont changé d'avis et maintenant, eh bien, l'économie est en fait en contraction, 2,4%. Donc, l'activité économique a chuté de façon spectaculaire en ce moment aux États-Unis. Et nous avions déjà les deuxième et troisième plus grandes économies du monde dans une spirale déflationniste. Maintenant, nous avons une contraction aux États-Unis, la plus grande économie du monde. Nous avions la quatrième plus grande économie du monde au milieu d'une crise monétaire. Alors, que signifie tout cela? Cela signifie que nous nous dirigeons vers une dépression mondiale synchronisée. La plus grande récession économique depuis la Grande Dépression. Et nous faisons cela au milieu de niveaux d'endettement records partout, que ce soit le gouvernement, que ce soit les individus, la quantité de dettes qu'ils ont, que ce soit la dette de carte de crédit à des niveaux historiques. Et quand cela se produit, eh bien, toutes ces dettes ne peuvent pas être remboursées et ce qui ne peut pas être remboursé ne le sera pas. Et cela a d'énormes implications pour notre économie en particulier, notre système bancaire. Donc ici, nous avons un graphique de la FDIC. Ceci est non réalisé, les pertes, dans les banques américaines. Donc au sein du système bancaire américain, cela signifie par exemple que la banque, disons qu'elle est sortie et a acheté un bon du Trésor américain, lorsque les taux d'intérêt étaient à 1%. Mais lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur de ces obligations, la valeur nominale diminue. Donc, ces pertes non réalisées sont reconnues par cette baisse que nous voyons là. Maintenant, remarquez cette petite fluctuation là-bas en 2008. C'était la grande crise financière. Elle a presque tout détruit. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et ils disent, eh bien, ce n'est pas grave, car ce sont des pertes non réalisées. Et c'est vrai, ce sont des pertes non réalisées jusqu'à ce qu'elles soient réalisées. Et donc, pensez à la Silicon Valley Bank. Il y a quelques années, nous avons entendu parler d'eux. Il y a eu une ruée sur leur banque. Ils avaient un bilan qui ressemblait beaucoup à celui-ci, avec des pertes non réalisées. Ce n'est pas un problème. Nous les garderons pour toujours. Mais une fois que les clients sont arrivés et ont dit « Rendez-moi mon argent », ils ont dû vendre ces choses à perte. Alors, que se passe-t-il quand tout le monde commence à aller à la banque et dit « Je veux récupérer mon argent » et ces pertes deviennent réalisées? Et nous pouvons penser que cela ne va pas arriver, mais c'est une possibilité très réelle. Nous avons aussi, cela menace bien les États-Unis, Banks, ainsi l'Université Florida Atlantic a étudié l'impact de l'immobilier commercial sur le système bancaire. Donc, nous avons tous entendu parler du post-Covid. Beaucoup de gens travaillent de chez eux, ils ne vont pas au bureau. Beaucoup de ces espaces de bureau restent inutilisés et ils valent moins qu'avant, et maintenant les taux d'intérêt ont augmenté. 87% des biens immobiliers commerciaux sont financés par des prêts à intérêt uniquement sur 5 ans. Et nous savons comment les prêts à intérêt uniquement se sont terminés pendant la grande crise financière. Mais maintenant, comme ces prêts doivent être renouvelés, ils doivent l'être à des taux plus élevés sur des bâtiments qui ne génèrent pas de flux de trésorerie parce qu'ils n'ont pas les locataires qu'ils avaient auparavant. Et donc, cette étude a examiné quelles banques sont les plus vulnérables. Et ils ont dit que si vous avez une exposition à l'immobilier commercial supérieure à 300% de votre capital, c'est ce que les régulateurs bancaires considèrent comme vous exposant à un plus grand risque de faillite bancaire. Et ils ont trouvé que 59 des 158 plus grandes banques du pays répondent à ce critère en ce moment. Et parmi toutes les banques,
Et vous pouvez lire les chiffres ici, nous avons 216 ont des expositions supérieures à 600%, donc 2 fois pire, et ce qui les met à un plus grand risque de faillite. Donc notre système bancaire est malade, il est en grande difficulté. Et tous nos dirigeants, cependant, nous assureraient que ce n'est pas le cas. Donc si nous nous souvenons, il y a 2 ans, lorsque la Silicon Valley Bank a fait faillite, nous avons assisté aux 2e, 3e et 4e plus grandes faillites bancaires des États-Unis de l'histoire. Et la secrétaire au Trésor de l'époque, Janet Yellen, s'est présentée devant le Congrès et a dit que le système bancaire était sain. Rien à craindre. Aucun problème ici. Tout va bien. Elle a dit, je peux rassurer les membres du comité que notre système bancaire reste sain et que les Américains peuvent être confiants que leurs dépôts seront là quand ils en auront besoin. C'était en mars 2023. Et moins d'1 an plus tard, elle s'est présentée devant le Congrès. Cela aurait été en février 2024, donc 11 mois plus tard, et elle a dit « Je n'oublierai jamais en faisant référence au week-end où la Silicon Valley Bank a échoué. Nous avons fait tout notre possible pour mettre en place un ensemble de mesures qui auraient pu empêcher ce qui aurait pu devenir une panique bancaire, au grand détriment de notre économie, des Américains travailleurs et des entreprises. Les gars, ils vont vous mentir. Ils ne vont pas vous dire la vérité jusqu'à ce que ce soit évident pour tout le monde les dangers du système bancaire. Que diriez-vous de cela? C'est peut-être pourquoi la Silicon Valley Bank a eu des problèmes. La plupart des gens ne savent pas cela. Pendant la pandémie, la Réserve fédérale a modifié les exigences de réserve pour les banques à 0, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin d'avoir de liquidité en main. Elles peuvent prêter la totalité, chaque centime, et elles le font, et même plus. C'est pourquoi c'est peut-être difficile. Si vous allez à la banque et que vous voulez une grande somme d'argent liquide, ils vous disent « Eh bien, rappelez-nous demain, nous nous préparerons parce qu'ils ne l'ont pas, ce n'est pas là, ils ne l'ont pas. » Et puis, en plus de cela, nous avons ce qu'on appelle un complexe de dérivés mondiaux. On estime qu'il s'élève à 1 à 4 quadrillions de dollars. Je ne peux même pas comprendre à quel point c'est énorme. Maintenant, que sont les dérivés? Eh bien, les dérivés sont essentiellement juste des paris dans un casino. Ils leur donnent un nom sophistiqué, mais ce sont des polices d'assurance pour les personnes qui possèdent des biens. Donc, par exemple, je pourrais dire, eh bien, je veux souscrire une police d'assurance au cas où la maison de mon voisin brûlerait. Donc, si sa maison brûle, je suis payé. Et ils disent, eh bien, il y a peu de chances que cela arrive. Donc, vous pouvez acheter ça pour $1 et ça vous rapportera 1 million, n'est-ce pas? Et puis l'entreprise qui vous propose ce pari prend ce pari, elle se retourne et dit « Nous devons nous assurer au cas où la maison de ce voisin brûlerait. » Alors ils vont voir une autre banque et disent « Hé, pouvez-vous nous assurer au cas où la maison de son voisin brûlerait? » Eh bien sûr. Et puis ils se retournent et disent « Eh bien, nous devons nous assurer au cas où cela arriverait. » Et c'est juste un grand cercle. Et quand la maison du voisin brûle réellement, ils se tournent tous les uns vers les autres pour le paiement. Et cela ne peut pas être fait. Ce n'est pas là. C'est ce que nous regardons. Et 47% de tous les dérivés existants aujourd'hui sont détenus par seulement 4 banques, les 4 plus grandes banques d'Amérique. Alors, que se passe-t-il si l'une de ces banques échoue? Eh bien, tout le système financier mondial gronde. Alors les gars, c'est à quel point la situation est précaire. C'est un château de cartes. J'aime dire que c'est un château de cartes. Construit sur un système de Ponzi, bâti sur une fondation de mensonges. Je veux dire, tout est corrompu. Et quand nous avons une situation comme celle-là, nous voyons le risque s'accélérer. Il y a donc quelque chose appelé risque de contrepartie, qui est exactement ce dont nous avons parlé. Donc, et si je pense que vous êtes sur le point de faire faillite, eh bien, je ne vais probablement pas vous prêter l'argent que vous voulez que je vous prête. Si vous pensez que je vais faire faillite, vous n'allez probablement pas me prêter non plus. Et donc, quand cela se propage dans tout le système financier, on appelle cela une contagion financière.
et cela conduit à un gel du crédit. Cela signifie que toutes ces institutions cessent de se prêter les unes aux autres. Et nous avons vu, nous étions au bord de cela en 2008, après l'effondrement de Lehman Brothers. Et ce que cela signifie, c'est que tout le crédit s'arrêterait. Et donc, si vous pensez que l'économie s'est arrêtée pendant la pandémie, eh bien, ce n'est rien comparé à ce qui se passerait si nous assistions à un gel du crédit, car tout s'arrête. Tout fonctionne à crédit. Agriculteur, il prend un crédit pour obtenir des vaches. Le gars qui vient chercher le lait, il prend un crédit pour obtenir les camions afin de l'expédier. Toute la chaîne d'approvisionnement, de la ferme au supermarché, de la ferme au restaurant, tout utilise du crédit à chaque étape. Et si ce crédit gèle, eh bien, camion cesse de rouler. Et c'est ce à quoi nous faisons face en ce moment. Et nous avons vu cela dans le passé. Nous avons vu cela pendant la Grande Dépression. Cela s'appelait un jour férié bancaire. Ce n'est pas comme un jour férié bancaire tel que nous le concevons aujourd'hui, où personne ne travaille ce lundi à la banque. Cela signifie qu'il ferme le système bancaire jusqu'à ce qu'il puisse rétablir l'ordre, jusqu'à ce qu'il puisse rétablir la confiance dans le système bancaire. Et donc, à mon avis, nous allons revoir cela dans un avenir proche lorsque nous verrons ce gel du crédit. Et donc, nous avons parlé plus tôt ce matin de l'importance d'être préparé. C'est une bonne idée d'être prêt en ayant un garde-manger bien rempli. Remplissez votre réservoir d'essence quand possible, parce que si nous avons un gel du crédit, je ne sais pas combien de temps cela durerait. Si nous avons ce jour férié bancaire, cela pourrait durer quelques jours. Cela pourrait durer 3 ou 4 semaines. Je ne pense pas que cela durerait probablement plus longtemps que cela. Mais pendant ce temps, tous les camions vont s'arrêter. Cela signifie que ce qui est dans le magasin d'alimentation est ce qui est là. Et une fois que c'est parti, ça ne reviendra pas jusqu'à ce que le système se dégèle et recommence à bouger. Ce qui est à la station-service va être épuisé. Ce sera parti, jusqu'à ce que cela revienne. Et donc, nous faisons face à une crise mondiale, comme nous n'en avons pas vu depuis la Grande Dépression. Ce que nous voyons également, c'est un tas de gouvernements qui ont déjà développé la solution pour nous, et c'est très gentil de leur part. Ils nous ont déjà dit quelle serait leur solution à tout cela. Ils veulent des monnaies numériques de banque centrale. Donc, vous voyez un tas de gros titres ici. C'est partout dans le monde. 97% de la population mondiale vit dans un pays où ils développent ou ont déjà déployé des monnaies numériques de banque centrale. Et en fait, juste la semaine dernière, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, elle est là à gauche, elle a dit qu'il y aura un euro numérique, une monnaie numérique de banque centrale dans l'Union européenne ce mois d'octobre. Nous allons le déployer. Et tout comme Janet Yellen, ce n'était pas il y a si longtemps, peut-être il y a un an, elle a dit que vous êtes un théoricien du complot si vous pensez que nous allons déployer une monnaie numérique de banque centrale. Nous n'allons pas faire ça. Maintenant, elle sort, et lors de cette conférence de presse le 6 mars, elle a dit « Oh oui, nous travaillons là-dessus depuis des années. Mon prédécesseur l'a commencé. Je prévois de le terminer. Ça arrive en octobre. » Et puis elle dit « Mais ne vous inquiétez pas. Vous savez, toutes ces personnes qui disent que nous allons tout suivre, ce n'est pas le cas. Nous n'allons rien suivre. Et vous pouvez toujours utiliser de l'argent liquide. C'est un complément à l'argent liquide. Ce n'est pas à la place de l'argent liquide. Pourtant, l'Union européenne a imposé des limites sur la quantité d'argent liquide que vous pouvez utiliser. Et ils ont dit que la raison de cela est, eh bien, les blanchisseurs d'argent et les criminels. Ils utilisent de l'argent liquide. Alors devons-nous vraiment nous attendre à ce qu'ils déploient une monnaie numérique de banque centrale qui leur donne un aperçu de chaque transaction qui a lieu? Mais nous n'allons pas faire ça. Vous savez, nous n'allons pas chercher les blanchisseurs d'argent en utilisant cela. Nous faisons juste cela pour le plaisir. Non, ils vont suivre chaque transaction avec un aperçu de celle-ci. Et pire encore, une monnaie numérique de banque centrale est programmable, ce qui signifie qu'ils peuvent décider, eh bien, vous savez quoi? Nous n'aimons pas le post que vous avez mis sur Facebook la semaine dernière. Donc, juste pour vous montrer que vous ne devriez pas faire cela à l'avenir, eh bien, votre monnaie numérique de banque centrale. Pour le mois prochain, elle ne fonctionne qu'à 1 kilomètre de votre domicile.
Donc, vous êtes effectivement en résidence surveillée et ils peuvent même aller jusqu'à dire, vous savez quoi, c'est complètement coupé. Vous n'avez plus accès à votre compte bancaire parce que vous n'avez pas fait ce que nous voulons que vous fassiez. Et les gars, cela construit un système qui est vraiment indiscernable de ce que nous lisons dans l'Apocalypse 13 avec la marque de la bête. Et c'est en tandem avec d'autres choses aussi, comme l'identité numérique. Donc, nous avons cela. C'est de la Commission européenne à partir de 2024. Il est dit que les règles sur l'établissement d'une identité numérique européenne sont entrées en vigueur lundi. Encore une fois, c'était il y a 2 ans, ou il y a 1 an. Cela ouvrira la voie à tous les citoyens et résidents de l'UE pour en bénéficier, n'est-ce pas? Ne sont-ils pas si chanceux de bénéficier d'un portefeuille d'identité numérique européen, personnel en 2026? Donc cela leur donne plus de contrôle sur tout le monde et cela. Et il est à noter que lorsque Christine Lagarde est sortie la semaine dernière et a dit « Oui, nous allons déployer la monnaie numérique de la Banque centrale », elle a dit « Eh bien, oui, mais c'est... Nous devons d'abord obtenir l'adhésion de toutes les parties prenantes. » Et elle a mentionné que c'était le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen. Il n'y avait aucune mention des citoyens européens. Ils ne sont pas des parties prenantes, juste elle et son groupe. Ce sont eux les parties prenantes. Et ils veulent déployer la monnaie numérique de la Banque centrale et les identités numériques. Et nous voyons cela partout. Nous voyons cela aux États-Unis. 14 États ont maintenant des identités numériques. Nous venons de Virginie. Je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce que je lise cet article que nous en avions une en Virginie. Et en ce moment, ils disent, eh bien, ces choses sont volontaires. Et elles le sont jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Et un jour, bientôt, elles ne le seront plus. Et puis nous voyons cela aussi, les actifs tokenisés. Nous en avons parlé un peu ce matin, mais ils veulent tokeniser non seulement votre argent, mais tout ce que vous pourriez éventuellement acheter avec, ce qui leur donne encore plus de visibilité sur tout ce que vous faites. Donc, ces 3 choses, les identités numériques, les actifs tokenisés, les monnaies numériques des banques centrales, créent un système de tyrannie qui est indiscernable en capacité et en fonction de ce que nous lisons ici dans l'Apocalypse, chapitre 13. Versets 16 à 17, c'est la marque de la bête dont nous entendons parler. Il est dit qu'il obligeait tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre quoi que ce soit sans cette marque qui était soit le nom de la bête, soit le nombre représentant son nom. Maintenant, ce système ne sera pleinement en place que pendant la période de la tribulation. Et nous ne connaissons pas tous les détails à ce sujet. Mais ce que nous voyons mis en place en ce moment, juste devant nous, est indiscernable en termes de capacité et de fonction du système. Nous voyons les fondations se poser, nous voyons les bases se mettre en place pour que, lorsque la tribulation viendra, l'Antéchrist, le faux prophète, il puisse simplement appuyer sur un bouton, l'activer, car c'est déjà là. Et ils vont utiliser cette crise financière qui arrive pour pousser tout le monde dans le système. Par exemple, ils nous diront que, comme ils l'ont fait dans cette dernière diapositive, c'est un avantage, n'est-ce pas? Tout le monde pourra en bénéficier. Donc, si vous repensez à la grande crise financière, il y avait un homme nommé Bernie Madoff qui avait dirigé le plus grand système de Ponzi de l'histoire du monde. Il a escroqué les investisseurs de millions de dollars. Ils pourront dire, eh bien, vous savez, si nous avions eu une monnaie numérique de banque centrale, nous l'aurions su, nous l'aurions vu. Bernie Madoff a pris l'argent des investisseurs et au lieu de l'investir, il a acheté un yacht. Et il a acheté une maison en Europe et un autre manoir dans les Hamptons. Et il a fait toutes ces choses avec, mais il n'investissait pas l'argent et nous aurions pu vous protéger. C'est à votre avantage d'avoir cela. Nous pouvons empêcher ce type de choses de se produire à l'avenir. Et une fois qu'ils ont suffisamment de personnes pour adhérer à cela, pour entrer dans ce système, ils forcent le reste d'entre nous à y entrer. Et la porte est fermée. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. C'est une tyrannie mondiale une fois que nous voyons cela. Et donc, encore une fois, c'est l'infrastructure qu'ils mettent en place en ce moment pour le système de la marque de la bête, indiscernable. Et quand nous regardons cela,
et que nous voyons ce système prendre forme, la marque de la bête, comment est-il possible, en dehors du surnaturel, avant maintenant, de suivre chaque transaction d'achat-vente? Pouvoir couper qui peut acheter ou vendre, c'était impossible. Mais maintenant, nous pouvons voir comment c'est possible en dehors du surnaturel. Et quand vous associez cela avec les autres signes que nous voyons, auxquels Jésus et les prophètes ont fait référence, la nation d'Israël de retour sur la terre, le peuple juif de nouveau en contrôle de Jérusalem, l'Évangile prêché partout dans le monde, des signes dont nous avons parlé hier soir, toutes sortes de signes. Eh bien, Jésus a dit, quand vous voyez toutes ces choses se produire, vous pouvez savoir que son retour est très proche. Juste à la porte. Jésus nous dit, je suis juste à la porte. Il n'a pas dit, quand vous voyez toutes ces choses, quelques siècles pourraient passer, ou peut-être que je changerai d'avis. Non, il a dit, quand vous voyez toutes ces choses se produire, vous pouvez savoir que je suis très proche, juste à la porte. Donc je sais que certaines de ces choses peuvent te sembler effrayantes et terrifiantes, mais nous avons une opportunité que les générations passées n'ont jamais eue. Et cette opportunité est de prêcher l'Évangile d'une manière que les autres générations ne pouvaient pas. Combien de personnes connaissez-vous qui ont construit leur vie sur les sables mouvants de mon compte de retraite, ma carrière, toutes ces choses mondaines? Quand la tempête viendra, elles seront emportées. Et nous devons être là pour ces personnes qui disent « Pourquoi es-tu si calme ?» Tout a été emporté aussi. Pourquoi es-tu si calme? Et tu dis « Parce que j'ai construit ma vie sur le rocher, la fondation solide de Jésus-Christ. Donc les tempêtes de cette vie ne m'affectent pas, et tu peux avoir cela aussi. Tu peux avoir cette même paix qui dépasse toute compréhension si tu viens à Jésus et que tu construis ta vie sur Jésus. Nous avons des opportunités. Quand il s'agit de la monnaie numérique de la Banque centrale, si tu vois quelqu'un dépenser de l'argent liquide, disons que tu es au magasin et que quelqu'un dépense de l'argent liquide, il ne s'habitue pas à faire ça. Que veux-tu dire? Ils vont déployer la monnaie numérique de la Banque centrale, ils vont se débarrasser de l'argent liquide, j'en ai entendu parler, peut-être qu'ils t'écouteront. Peut-être qu'une fois que tu dis « Oh, tu sais, cela a été écrit dans la Bible il y a presque 2000 ans dans le livre de l'Apocalypse », peut-être qu'ils disent « Je ne veux pas entendre parler de ça. » Mais c'est bien. Tu plantes une graine, plante ces graines. Tu n'as pas besoin de voir la graine pousser jusqu'à maturité. Laisse Dieu s'occuper de tout ça. Il enverra d'autres personnes pour arroser, nourrir et faire grandir. Mais plante des graines, parce que ces gens-là, je te le garantis, quand ils verront cela se réaliser, ils diront, je me souviens que cette personne m'a dit que cela allait arriver, et c'était dans la Bible, et ils avaient raison. Ils ont aussi dit que la Bible avait prédit la venue, la vie, les temps, la mort, la résurrection d'un Messie, et toutes ces choses se sont accomplies dans la vie de Jésus. Peut-être qu'ils avaient raison à ce sujet aussi. Alors les gars, plantez des graines. À chaque occasion que vous avez, chaque personne que vous rencontrez, car nous sommes dans la saison du retour du Seigneur. Ce n'est pas mon opinion, c'est ce que Jésus lui-même nous dit. Quand vous commencez à voir toutes ces choses, sachez que je suis proche, je suis juste à la porte. Jésus est à la porte et nous devons être occupés à faire son œuvre avec le temps dont nous disposons. Il nous reste. Les gars, je veux vous remercier d'avoir accueilli notre famille ici. Cela a été une véritable bénédiction de pouvoir venir dans votre Église. Vous avez l'Église la plus incroyable, avec un pasteur merveilleux qui prêche sans compromis la parole de Dieu et enseigne ces choses. Chianti, vous êtes préparés et vous pouvez sortir et aider les gens. Nous avons parlé ce matin de notre famille. Nous avons vu le COVID arriver et nous avons pu nous préparer à cela. Eh bien, cela ne signifie pas que nous avons accumulé plein de choses dans notre maison, mais nous avions des amis et de la famille. Cela dit, nous avons 8 personnes dans notre maison et pas de papier toilette. Et nous avons dit, nous en apportons tout de suite parce que nous étions préparés. Donc, quand nous sommes préparés pour ces choses, quand vous êtes ancrés en Jésus, quand vous construisez votre vie sur le roc solide de Jésus-Christ,
Ces tempêtes ne vous affecteront pas de la même manière qu'elles affecteront d'autres personnes qui ont construit leur vie sur du sable mouvant et nous devons être préparés pour aider ces personnes, pour être une ressource pour ces personnes et pour les conduire à Christ. Donc encore une fois, les gars, merci de nous avoir accueillis. Nous sommes tellement reconnaissants. Vous avez été une bénédiction et un encouragement pour notre famille. Et nous ne pouvons pas vous remercier assez de nous avoir accueillis ici. Eh bien, alors que nous nous préparons à terminer aujourd'hui et que nous rassemblons toutes ces informations, vous dites, mec, je suis submergé par tout cela et je comprends cela. Mais vous savez pourquoi? Pourquoi? Et la question se pose, d'accord, Seigneur, pourquoi permettriez-vous que tout cela arrive? Une raison, il vous aime. Il vous aime plus que toute autre chose dans ce monde. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est allé en Égypte, il a envoyé Moïse en Égypte et il y a eu 10 plaies. Mais pourquoi était-ce? Et il s'est débarrassé de tout cela. Et pourquoi a-t-il fait cela? Parce que c'était les choses que ces gens, pourquoi a-t-il attaqué le fleuve Nil? Pourquoi a-t-il amené des mouches et tout le reste? Parce que c'était les choses que les gens adoraient. Alors, qu'essaie-t-il de nous dire? Exactement ce qu'il vient de nous dire. La chose même en laquelle vous avez confiance. Vous savez, je vous le dis, nous vivons à une époque où les gens aux États-Unis ont entendu l'Évangile, et ils ont entendu l'Évangile, et ils ont entendu l'Évangile, et tout d'un coup, devinez ce qu'ils font? Leur cœur devient dur. Et ils disent, eh bien, nous avons déjà entendu cela. Non. Connaissez-vous vraiment Jésus? Et j'ai cité ce qu'il a dit hier soir dans le livre des Philippiens, chapitre 3, où Paul dit qu'il est arrivé à un point dans sa vie, il dit, quand Jésus revient, que je puisse être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre justice, qui vient de la loi ou de quoi que ce soit d'autre, ce en quoi je mets ma confiance pour que je puisse être trouvé en lui. Ne pas avoir ma propre justice, mais la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. C'est ce qui me fait terriblement peur qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu cette expérience de nouvelle naissance avec Jésus. C'est la différence. Le savez-vous? Le savez-vous sans l'ombre d'un doute? Et savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que pour certains d'entre nous doivent mettre de côté toutes nos inhibitions et tout le reste. Et nous devons arriver à un point où nous ne nous soucions pas de ce que les autres disent. Nous nous levons de notre siège et nous disons, Jésus, je te veux plus que je ne me soucie de ce que les gens pensent. Cela doit être la différence. Donc, je vous dis simplement aujourd'hui, si vous êtes ici et que vous n'êtes jamais venu à Jésus, peut-être que vous n'êtes pas membre de notre Église. Et nous serions ravis de vous avoir et que vous en fassiez partie, mais cela m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que vous veniez à connaître le Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Le savez-vous? Jean nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Avez-vous le Fils? C'est une question simple. Dieu a rendu cela absolument simple. Avez-vous le Fils? Savez-vous sans l'ombre d'un doute que vous lui appartenez? Parce que si ce n'est pas le cas, je vous donne l'opportunité. Et je crois que si vous passez à côté de cela, Dieu vous le rappellera. Quand vous étiez assis à Grace Bible Church ce dimanche matin et que je vous ai parlé, je vous ai dit, vous devez venir. Parce que Jésus a dit, si je le confesse devant les hommes, il me confessera devant le Père.